Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le programme du jour au milieu d'une semaine intense en matière de flux de nouvelles pour les investisseurs. Peut-être d'ores et déjà l'une des semaines les plus chargé de l'année en matière d'information de marché avec de la macro, de la micro bien sûr, et au milieu de tout ça, les réunions des grandes banques centrales, à commencer par la décision attendue de la Réserve fédérale américaine ce soir. Le chemin a été bien balisé pour voir une rétrogradation du rythme de hausse de taux à 25 points de base. La question évidemment sera celle du discours qui viendra enrober, accompagner cette rétrogradation, ce passage de 50 à 25 points de base pour la hausse de taux attendue ce soir du côté de la Réserve fédérale américaine. Côté micro, les poids lourds de la tech américaine continuent de publier. Nous aurons les résultats de Meta, ex-Facebook, publiés ce soir après la clôture du marché américain. Et puis demain soir, place aux 3A, Apple, Amazon et Alphabet Google qui publieront leurs résultats là aussi après la clôture des marchés américains. Demain, du côté des statistiques économiques, nous avons eu la première estimation d'inflation pour la zone euro au mois de janvier. Une inflation globale qui décélère un peu plus vite que prévu à 8,5% sur un an. C'est un chiffre qu'il faut comparer à un chiffre qui était supérieur à 9% encore pour le mois de décembre. Le hic, et c'est toujours la double lecture qu'il faut avoir sur ces chiffres d'inflation, c'est que l'inflation sous-jacente, elle, reste au sommet à 5,2% sur un an pour l'inflation cœur mesurée en zone euro, donc sur ce mois de janvier. Publication qui a laissé le marché de marbre. On est à peu près en situation d'équilibre sur les indices européens à mi-séance en attendant les prochains rendez-vous. Ce sera l'occasion pour nous de faire un premier contrôle technique des marchés, contrôle technique mensuel avec les équipes de Bourse Direct et Romain Dobré qui sera avec nous en plateau au terme d'un mois de janvier qui aura été un mois spectaculaire, le meilleur mois de janvier de l'histoire du CAC 40 depuis la création de l'indice en 1987. On a vu des performances sur les marchés actions aux États-Unis et en Europe qui s'étalent entre 5 et plus de 10%, des performances donc très solides et un marché qui a escompté beaucoup de bonnes nouvelles, beaucoup de bonnes surprises, ou en tout cas de meilleures nouvelles par rapport à ce qu'on pouvait anticiper il y a encore quelques mois. Contrôle technique donc à suivre, et puis nous resterons dans le monde action avec des éléments de réflexion sur la stratégie action à mener, partant des niveaux atteints au terme de ce mois de janvier. C'est Emmanuel Cole, le responsable de la stratégie action de Barclays, qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Mais d'abord, ce contrôle technique mensuel des marchés avec vous, Romain Dobré. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Vertige décime. Plus 10% sur un mois. On revient quasiment à des niveaux records sur les indices européens pour le CAC. Et la peur du vide. Je sais pas. Non, mais c'est la question. Est-ce qu'on est allé trop vite, trop fort, trop haut ? Non, je crois que c'est un mouvement qui a laissé beaucoup d'opérateurs sur place, en fait, qui avaient effectivement du pessimisme, mais surtout un manque de visibilité qui a contraint des gros opérateurs à rester sur place et à ne pas prendre d'initiative. On en parlait en septembre-octobre, des stratégies qui avaient été revues à la prudence sur beaucoup de hedge funds, des gestions qui, elles aussi, sont un peu en retrait et étaient en retrait. Et donc, maintenant, on a une configuration où, effectivement, on est allé vite, mais très ou trop vite sur les marchés, ça ne veut pas dire grand-chose. Les mouvements peuvent se poursuivre. Et je crois qu'on a un peu deux catégories d'investisseurs, ceux qui étaient dedans et qui se couvrent. Ouais. Donc c'est signe de prudence, ouais. Et on le voit du côté des marchés dérivés, il y a de la protection dans les portefeuilles, nettement, même si la position ouverte a nettement diminué, que ce soit sur les futurs ou sur les options. Le nombre de contrats a baissé sensiblement, notamment après la clôture des marchés dérivés du mois de décembre. Elle s'est peu reconstruite en Europe, un petit peu à la faveur des mains acheteuses, mais peu, et du côté des indices américains, un peu plus, mais toujours avec de la prudence et des ratios de couverture qui sont importants, notamment du côté des actions américaines.
avec un ratio de couverture qui est important actuellement par rapport à la moyenne. Donc on entame effectivement 3 ou 4 jours cruciaux et qui vont se prolonger ensuite avec beaucoup de prudence de la part des opérateurs. Et puis l'autre catégorie d'opérateurs, c'est ceux qui n'avaient pas pu rentrer et qui le disent et qui attendent des points de repli pour intervenir. Donc ça fait qu'on a un sacré put sur le marché. Et Bien sûr. Même si on venait à retracer un petit peu, je pense que les ambitions des opérateurs seraient proches. Sur le CAC 40, par exemple, à partir de quel niveau atteint est-ce qu'on a vu des couvertures se remettre en place, Romain ? Systématiquement et au fur et à mesure de la hausse, on a depuis le 26 janvier un niveau d'options de vente qui a été très renforcé à partir de 6009. D'accord. Donc on a déjà un niveau de couverture qui est relativement haut par rapport à une progression importante. On aurait pu considérer que les opérateurs attendant des replis, ils se couvrent moins, mais non, c'est pas le cas. Et à chaque fois, ça monte et régulièrement. Et donc 6009 est un niveau où ça a été très nettement renforcé. 30% d'options en plus ont été ouvertes le 26 janvier pour renforcer les couvertures. Et globalement, ça accompagne jusqu'à 7000, 7100 largement. Ce qui est intéressant, c'est au cours de ce mois de janvier, alors on va dire que grosso modo les 2/3 de la performance des actions européennes s'est fait sur les 15 premiers jours, et puis l'autre phénomène qu'on observe depuis quelques séances maintenant, depuis une paire de semaines pour dire les choses, c'est le rattrapage du Nasdaq. On peut peut-être regarder d'ailleurs la configuration technique du Nasdaq qui signe au final, une des meilleures performances dans les grands indices majeurs sur ce mois de janvier, puisqu'on a une performance à 2 chiffres, je crois, au final, pour le Nasdaq, qui avait commencé à un rythme moins soutenu que les autres indices. Et effectivement, le Nasdaq est venu en soutien, près de 10-70% de performance sur le mois, dont effectivement au cours des 2 dernières semaines, avec une semaine de progression de près de 5% la semaine dernière. D'un coup, oui, un déblocage qui se met en place rapidement, et j'ai choisi effectivement le Nasdaq parce que on a cette oblique baissière en bleu qu'on voit, ligne de tendance baissière sous laquelle le Nasdaq a évolué pendant toute l'année 2022. Et la même oblique est visible sur l'indice S&P 500. Or, elle a été débordée la semaine dernière, franchement, dans un mouvement de hausse puissant et avec un volume très nettement supérieur à la moyenne. C'est, en analyse graphique, un signal fort. Et en plus basé sur ce que vous pouvez voir ici, 2 appuis dans les ellipses noires qui forment un double bottom, c'est-à-dire que l'indice s'est arrêté de baisser dans une zone 10 690, 10 960, a rebondi de près de 15% avant d'aller retester cette cible-là, cette zone-là, et donc le niveau de 12 165 devient la ligne de coup de la structure, et on a une figure graphique qui est extrêmement propre. Le débordement de 12 165 ouvrirait la voie à une 12-13% de hausse pour aller chercher une résistance majeure à 13 720. Il y a des niveaux importants à surveiller intermédiaires, dont le gap baissier du 22 août, mais on a un potentiel qui s'est ouvert de façon intéressante, et on le voit même sur les GAFAM. Alors, il va falloir le prendre et avec discrimination, et discriminer pas mal de valeurs. Je pense qu'on n'aura plus dans les mois qui viennent cet indice fort et qui surperforme tout, et ça va probablement venir d'autres, mais à court terme il y a un rattrapage qui est important sur cet indice, et on a des valeurs qui ont des configurations intéressantes au sein du Nasdaq, notamment des valeurs comme Google, Alphabet qui présentent un potentiel de hausse important, et donc effectivement un rattrapage qui peut venir là. Et donc effectivement le Nasdaq est venu en soutien d'indices européens qui auraient pu consolider un peu plus et qui se sont maintenus en partie haute de façon importante. Les moindres signaux de faiblesse, et ça c'est dans un comportement intéressant, moindres signaux de faiblesse et même déclenchement de structures de consolidation, même pas de retournement baissier mais de consolidation, ont été invalidés quasiment instantanément. Chaque repli est mis à profit, et on comprend un peu qu'il y a de l'intérêt et du cash disponible. Encore une fois, du côté des marchés dérivés, si on déplore un manque d'intérêt, on le constate en tout cas, c'est arrivé fin 2018, début 2019 dans une structure de hausse qui s'est mise en place avec au début absence d'intérêt du côté des marchés dérivés, ou peu, et parce que les investisseurs étaient dans le doute, l'intérêt est venu ensuite. Donc ça arrive de laisser des zones de creux comme ça. Voilà. L'appétit pour les actions européennes, alors on peut le regarder à travers des indices larges. Le CAC 40 fait partie des indices forts aujourd'hui en Europe. On peut regarder aussi les indices des pays dits périphériques, espagnols, italiens. Là aussi, on a des changements et des renversements de situations assez spectaculaires. Mais oui, le MIB est l'indice fort, le MIB 40, donc l'indice italien, qui a pris plus de 12% dans le cours du mois dernier. Vous l'avez sous les yeux avec donc cette bougie spectaculaire qui déborde et qui redéborde à un niveau de résistance majeur, 24 080, qui ouvre la voie à un mouvement de hausse qui est important. C'est une résistance sous laquelle on avait buté depuis 2008, 5 ou 6 fois, qu'on avait débordé en 2021, sous lequel on est repassé en 2022, et le fait de le redéborder avec une telle puissance, on la voit un mouvement important. Alors, on voit qu'il y a un niveau de résistance intermédiaire qui est une première cible, donc peut-être le potentiel à court terme reste moins important, mais la voie est ouverte à des mouvements de progression bien plus large sur les mois à venir.
Qu'est-ce qu'on peut dire de l'indice espagnol, IBEX, Romain? C'est toujours pour illustrer cette idée de force en Europe. L'IBEX revient tester une ligne de tendance baissière sur laquelle il avait buté 4 fois depuis 2008-2009 aussi, qui n'avait jamais réussi, lui, à déborder. Et il arrive dessus avec de l'intérêt, du volume, et sans avoir été touché la borne basse du trading range précédent, donc les 6700 points. Il y a de bonnes chances de déborder ce niveau-là encore une fois. Et quand on voit par exemple un indice comme le Stoxx 600, l'indice le plus large européen, on voit qu'il a ouvert la voie aussi en débordant une résistance de très long terme à un potentiel haussier important. Donc il y a encore du potentiel en Europe. C'est pour ça que j'ai choisi de prendre des indices périphériques, puisque sur l'Eurostoxx, la photographie est très très claire, mais sur cela, il y a du rattrapage possible encore. Quand on regarde le CAC, là, et comment est-ce qu'on peut évaluer le potentiel encore de cet indice aujourd'hui? Encore une fois, je reviens avec l'idée du vertige des cimes. On est très proche des sommets historiques atteints par le CAC il y a un an maintenant. Et du coup, psychologiquement, c'est une étape qui n'est pas évidente. Non, c'est une étape qui n'est pas évidente, mais graphiquement, on l'observe assez bien. On évolue au sein d'un canal haussier de très long terme, actif depuis 2011. Alors, on l'a débordé parfois, on voit la crise Covid très nettement, puis on l'a réintégré, mais on voit qu'en le réintégrant, il a été très bien respecté. On a essayé de le déborder de la même façon en 2021. Et en 2022, on n'est pas allé jusqu'en bas de ce canal, et là, on le redéborde par le haut, au débordement de 6835 points. Alors, est-ce que ce niveau-là va servir de point d'appui? Est-ce qu'on va aller former ce qu'on appelle un throwback, aller se réappuyer dessus? Ça pourrait être une consolidation. En attendant, on n'a pas de figure de retournement pour l'instant, pas de signe d'épuisement de l'intérêt. Et donc, les premières cibles que j'ai indiquées ici, 7195, 7385, des plus hauts, mais un potentiel haussier qui est sorti par le haut d'un canal haussier. C'est un signe de force du marché. La probabilité la plus importante, c'est que ce qu'on observe en termes de tendance depuis plusieurs mois sur les actions européennes se poursuivent. Se poursuivent fortement avec de l'intérêt et le fait de sortir de cet axe par le haut. Un mot pour finir peut-être de l'euro-dollar et des matières premières. Alors là aussi, l'appétit retrouvé pour le risque action européen coïncide avec une remontée de la devise européenne face à un dollar qui, lui, se détend. Qui se détend, effectivement. La progression est moins flagrante ce mois-ci pour l'euro-dollar, puisque 1,5%, mais on déborde l'oblique baissière sous laquelle on évoluait aussi depuis 2008. Donc il y a vraiment quelque chose un changement qui se met en place. On voit que cette oblique, on avait tenté de la déborder en 2020, on l'a réintégrée en 2022, et on est repassé au-dessus du support majeur à 1,0720, 1,0760. Ça ouvre la voie, pareil, à un mouvement de poursuite haussier manifestement important. On invalide la parité, bien entendu, et on repasse au-dessus de ce niveau psychologique qui est majeur et qui est vraiment très très observé par le marché. D'ailleurs, on bute un tout petit peu au-dessus pour l'instant, mais on s'installe au-dessus dans les jours à venir. Il y a vraiment un changement de polarité. Et puis, quand on regarde toutes les grandes classes d'actifs, la classe d'actifs qui a rendu de la performance au cours du mois de janvier, c'est les matières premières, et notamment l'énergie. Nettement, effectivement, l'énergie. On a l'indice CRB, un panier de 19 matières premières. On voit qu'il consolide très très nettement. Lui, il a baissé de 2%, 2,5% dans le courant du mois de janvier. En revanche, il évolue au sein d'un canal baissier assez propre, et on va surveiller. Donc, un retournement, en tout cas un rebond dans une tendance baissière possible, qui pourrait tendre un petit peu les marchés à court terme. Pas de figure ou de signe de retournement important, c'est baissier, et ça confirme la baisse inflationniste. Du côté des matières premières, il y en a quand même qui s'en sortent très très bien. On voit que l'or a pris plus de 5% pendant le mois. On aurait pu regarder celui-là aussi. Il y a aussi des choses à faire de ce côté-là, et c'est un bon hedge contre une inflation qui reste quand même... persistante. Qui baisse, mais persistante. À des niveaux importants, 8,5% pour l'inflation globale, je le rappelle, en zone euro pour le mois de janvier. Effectivement, voilà, il y a l'or qui progresse, mais la partie énergie a baissé au sein des matières premières. Merci beaucoup, Romain. Merci pour cette photographie et ce contrôle technique mensuel, donc à l'issue de ce mois de janvier solide, spectaculaire en termes de performance pour les actifs risqués, vous l'aurez compris, et notamment pour les actions européennes. Romain Daubry, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct, qui était avec nous en plateau. Et nous poursuivons cette discussion sur le terrain des actions, toujours avec le responsable de la stratégie action de Barclays qui est avec nous en plateau, Emmanuel Co. Bonjour. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous, Emmanuel. Commentaire dans le sillage du descriptif technique que nous a apporté Romain sur la situation des marchés actions et notamment des actions européennes, peut-être à l'issue de ce mois de janvier. Ce qui frappe beaucoup d'intervenants de marché, c'est
la vitesse à laquelle le marché peut escompter des nouvelles qui changent peut-être la donne pour le moyen-long terme. Oui, non, absolument. Il y a une déconnexion très claire entre le sentiment de marché qui est toujours extrêmement pessimiste, et c'est vrai que les problèmes ne sont pas forcément résolus, l'inflation, la crise énergétique, la Chine, c'est quand même des points d'incertitude qui restent très ouverts, et un marché qui semble avoir oublié les mots de 2022 et qui semble déjà rejouer la carte de la reprise. Donc on a un price action dans les marchés qui est extrêmement positif, mais qui n'est pas consistant, qui n'est pas validé à la fois par des positions qui restent très défensives et par un sentiment des investisseurs qui est toujours extrêmement prudent, voire sceptique par rapport à ce rebond qui a été très rapide et très fort. Qu'est-ce que ça implique pour la suite, justement, quand on comprend ces mécanismes de marché, quand on considère qu'une certaine catégorie d'investisseurs sont encore dans du pessimisme ou du scepticisme ou du doute, y compris à travers leur position d'intervention, justement. Alors, ce qu'on voit depuis 2 ou 3 mois, c'est ce fameux short covering qui fait que les investisseurs étaient extrêmement pessimistes, étaient positionnés pour un marché qui allait baisser, et pour plein de raisons, à la fois parce que les problèmes ne sont pas forcément pires qu'ils l'étaient, et qu'on a aussi, au niveau du marché obligataire, une détente des taux qui permet au marché action d'avoir un peu de support, on a ces fameux shorts qui sont couverts. Et le process est déjà bien engagé, il n'est pas forcément terminé, mais c'est vrai que cette dynamique est déjà assez prononcée, assez engagée. Ce qu'on n'a pas encore vu, c'est les allocataires d'actifs qui reviennent vers la classe action. Donc c'est vrai que l'an dernier, on a vu une sortie assez massive des fonds actions vers des actifs sans risque, dont le cash, dont les fonds monétaires. Et c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas vraiment observé de retour sur les actions. Au contraire, ce qu'on voit, c'est plutôt un retour sur la classe obligataire. Donc le marché semble prendre le parti des obligations qui, elles, pourraient bénéficier d'un pic d'inflation et à la marge couvrir les investisseurs par rapport au risque économique qui est toujours assez élevé. Donc il y a beaucoup d'investisseurs en fait, qui sont en train de courir derrière le marché. Et pour l'instant, en fait, le marché arrive à valider tous les obstacles auxquels il fait face. Donc on a pour l'instant une saison des bénéfices qui n'est pas vraiment catastrophique, c'est pas extraordinaire, mais on va dire qu'on n'a pas de mauvaises nouvelles par rapport aux bénéfices d'une façon agrégée. Et puis après, je pense qu'il va falloir voir ce soir ce qui se passe aux États-Unis avec la Fed, et à savoir est-ce que la Fed remet un peu le marché dans le droit chemin, parce que c'est vrai que les marchés obligataires, les marchés actions semblent prendre le parti de ce fameux pic d'inflation et du détente des conditions monétaires qui reste encore à être validé. Donc le risque, c'est qu'effectivement les banques centrales, on va dire, essaient de remettre les marchés dans le droit chemin. La question est de savoir est-ce que les marchés vont les écouter ou pas, ou est-ce que les marchés vous disent qu'en fait compte, la Fed peut dire ce qu'elle veut. Tant que l'inflation baisse, ça devrait montrer que le chemin à venir est moins risqué qu'il aurait pu être. On verra ce qui se passe ce soir, effectivement, Emmanuel, mais quand on analyse le positionnement des investisseurs, le risque de pain trade est encore un risque à la hausse de ce point de vue-là sur les marchés actions. Ce qu'on voit, c'est que le mois de janvier, qui est un très bon mois pour les marchés, a été un très mauvais mois pour la plupart des investisseurs. Donc, notre analyse montre qu'à peu près uniquement un tiers des fonds européens et fonds actifs qui ont battu leur benchmark au mois de janvier. Donc, il y a les 2 tiers qui ont sous-performé. Donc, dans un marché haussier avec un leadership très cyclique, vous avez une majorité des investisseurs qui perdent de l'argent par rapport au benchmark. Donc, je pense qu'effectivement, la pression pour rejoindre le train en cours va augmenter à mesure que les obstacles sont passés. Et c'est vrai que pour l'instant, on va dire, il y a 3 thématiques de marché. Vous avez l'inflation et la capacité des banques centrales à pouvoir baisser l'inflation sans forcément avoir trop à ralentir l'économie. Vous avez le problème européen qui est avant tout un problème d'énergie. Et vous avez la Chine. Alors, la Chine, ça va beaucoup mieux. En tout cas, l'espoir fait vivre, et l'espoir est que la Chine aille beaucoup mieux. Je pense que le marché a des raisons de croire qu'on va avoir une dynamique de croissance qui va repartir à la hausse en Chine. L'Europe, ça va aussi un peu moins mal, on va dire ça comme ça. Vous avez ce choc énergétique qui perd en intensité. Donc ça devrait, quoi qu'il en soit, donner un peu d'air à l'économie européenne, qui peut à terme poser problème pour la BCE, mais qui dans l'immédiat va se matérialiser par une économie qui repart et une inflation qui baisse un peu. Après, vous avez ce dilemme des banques centrales qui est de comment trouver le juste milieu entre préserver l'économie et lutter contre l'inflation. Jusqu'à présent, la priorité, c'était l'inflation, mais on commence à avoir un rééquilibrage dans la communication des banques centrales, surtout de la Fed, vers la croissance. Donc ça donne l'espoir au marché que le gros du choc obligataire soit derrière nous. Mais oui, c'est un pivot en plusieurs étapes.
c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà, on verra, il y a encore des étapes à compléter de ce point de vue-là, mais il y a quand même l'idée d'un mouvement un peu différent du côté des banques centrales, à commencer par la Fed, à suivre ce soir. Qu'est-ce qu'on peut dire de la valorisation des marchés actions en Europe aujourd'hui, Emmanuel, partant de niveaux extrêmement faibles qui avaient été atteints fin septembre. Alors il y avait des références inférieures, je crois qu'en mars 2009 on était tombé peut-être autour de 8-9 de PE forward sur le stock 600. Là on a flirté avec les 10, peut-être un peu en dessous. On se retrouve à quoi, autour de 12 aujourd'hui sur le PE forward du stock 600. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce niveau de valorisation alors qu'on est en pleine période de publication de résultats justement? Alors, tous les marchés actions ont déraillé en 2022. C'est-à-dire que la raison pour laquelle les marchés ont baissé, c'est que les valorisations se sont compressées en partie à cause de la remontée des taux. Et les marchés qui étaient les plus chers début 2022, dont les marchés à duration longue, la tech américaine, le Nasdaq, ont le plus souffert et du coup ont le plus baissé. Alors, l'Europe était moins pénalisée que les États-Unis parce qu'elle n'était jamais aussi chère que les US début 2022. Donc l'Europe avait moins d'irrité, mais l'Europe avait ses propres problèmes qui ont eux aussi contraint les valorisations, qui étaient en gros ce choc énergétique et le choc chinois. Donc on a vu des flux extrêmement négatif de l'Europe, donc l'argent est sorti de l'Europe pour aller vers les marchés refuges, les US et puis après les marchés monétaires. Et là, ce qu'on voit depuis 2 ou 3 mois, c'est que les risques exogènes en Chine et puis après le risque ukrainien diminuent, donc les flux commencent à la marge à revenir un peu sur l'Europe, donc les multiples de valo repartent un peu. Là, il y a un phénomène de re-rating, de revalorisation. Là, qui est à la fois lié au fait que les taux arrêtent de monter, donc ça aide un peu tout le monde, mais c'est aussi la réduction des risques dont l'Europe souffrait qui permet aux valorisations de repartir un peu. Bon, l'Europe est toujours pas vraiment chère, on est sur 12,5 de multiples en 12 mois forward, ce qui est légèrement plus bas que les moyennes. Si vous regardez les États-Unis, on est à 19 fois. Donc les US sont quand même plus chers que l'historique, et c'est vrai que chez nous, on a un peu de mal à trouver de la valeur aux États-Unis. Alors c'est vrai qu'on peut partir sur un scénario idyllique où tout va bien, et effectivement le marché américain peut rebondir, mais c'est vrai qu'en relative value, on a un marché européen qui nous semble beaucoup mieux positionné, avec à la fois des valos qui ne sont pas très chers et surtout des catalystes propres qui devraient permettre à l'économie de repartir, en tout cas sur les prochains mois, et au risque des bénéficiaires de diminuer un petit peu. Et ce jeu relatif, il garde de l'intérêt justement en matière de stratégie d'investissement, parce que c'est un autre phénomène, au-delà du vertige des cimes, du fait qu'on se retrouve quasiment sur les plus historiques et qu'on a toujours un peu peur de se retrouver à ces niveaux-là. En Europe. En Europe. Non, mais il y a aussi le fait que le marché européen et les marchés asiatiques également semblent être désormais les leaders de la tendance par rapport au marché américain. Et c'est vrai que pour toute une génération d'investisseurs qui n'a connu que le leadership américain pendant 10 ou 15 ans, cette situation peut être une situation presque anormale d'une certaine manière. Il y a de la place quand même pour qu'en relatif, ce mouvement continue de profiter à des marchés actions comme les marchés européens, plutôt que les marchés américains. Oui, alors je pense que ce qu'on voit d'abord, c'est un peu du soulagement en disant que voilà, le pire n'a pas été évité. Ouais. Donc voilà, l'Europe redevient investissable. Mais je pense qu'à plus moyen terme, il y a 2 thématiques qui sont importantes. La première, c'est que la vieille Europe, en fait, redevient profitable. Donc on voit des vieux secteurs, les bancaires, les industriels, qui redeviennent importants parce qu'on a bien compris que l'Europe va devoir investir pour s'en sortir en termes de capacité énergétique, de capacité industrielle, productive. Donc on entend parler de ces fameux plans de relance, de réduction d'inflation, de transition énergétique qui devraient favoriser la vieille économie qui avait souffert après la crise financière. Et le secteur bancaire qui est un gros poids, on va dire un peu un boulet pour l'Europe ces dernières années, qui lui aussi, en fait, commence à entamer un nouveau régime avec des taux hauts qui font que les marges des banques augmentent. Et du coup, c'est un secteur qui redevient profitable. Et puis, la deuxième thématique, c'est ce qui se passe aux États-Unis, avec un secteur de la tech qui a porté les marchés américains pendant une quinzaine d'années et qui commence, on va dire, à faire face à la fois une dynamique de taux plus élevée. Donc, les valorisations de ce secteur-là sont sous pression. Et puis, on commence à avoir des sociétés de la tech dont le cycle est beaucoup plus mature. Donc, la croissance à venir sera moindre que celle qu'on a connue. Donc, ça va peut-être de pair avec des valorisations qui seront moins élevées qu'elles l'ont été. Donc, ça remet un peu l'Europe dans le débat et ça rend l'Europe peut-être investissable à nouveau. En matière de soutien fondamentaux au marché actions, alors il y a l'effet de revalorisation avec la détente obligataire qu'on a pu observer. Qu'est-ce qu'on peut imaginer de la dynamique bénéficiaire des entreprises? Alors, j'allais dire comme la dynamique macro qui a toujours surpris par sa résilience trimestre après trimestre au cours de l'année 2022.
je crois que pour le 4e trimestre, il n'y a pas de raison que les résultats soient catastrophiques. Et donc la question est toujours celle des trimestres prochains. Enfin, ça devait être mauvais déjà au Q2 2022, puis au Q3, puis au Q4. Alors maintenant, est-ce qu'il y a quand même une raison à un moment d'être prudent sur la dynamique bénéficiaire qu'on a devant nous pour les entreprises européennes? Alors, la dynamique bénéficiaire a ralenti, ça c'est clair, pour plein de raisons. La première, c'est qu'on a des effets de base qui sont beaucoup moins favorables. Donc, on a eu quand même une croissance extrêmement marquée depuis le Covid, avec des niveaux de croissance qui ont été très forts, qui seront difficiles on va dire, à maintenir sur le moyen terme. Ouais. On a après des secteurs, des matières premières, qui avaient eux aussi eu une dynamique très forte qui commence à s'inverser. Et puis, vous avez tout simplement l'économie qui commence à ralentir, donc la hausse des coûts qui pèse sur les marges, mais une demande finale qui est de plus en plus sensible au prix. Donc vous avez des volumes qui commencent un peu à décélérer, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs avec les chiffres du T4. Donc clairement des chiffres beaucoup plus mitigés qu'avant. Après, il y a 2 points principaux. Le premier, c'est que pour l'instant, on va dire la dynamique de décélération est plutôt modérée. À la fois parce que l'économie ne s'est pas écroulée et que l'inflation reste élevée. Donc en termes nominal, vous avez quand même une croissance qui reste assez forte. Et le deuxième élément, c'est qu'on pourrait avoir en fait des facteurs qui puissent compenser ce ralentissement, donc ce dont je parlais auparavant. Donc vous avez d'un côté la baisse du prix de l'énergie en Europe qui donne un peu de soutien au secteur productif et aux consommateurs européens, et vous avez l'espoir que la Chine reparte et du coup dope un peu la croissance globale. Donc nous, on est sur un scénario de baisse des bénéfices d'à peu près 5 ou 6% sur 2023, une baisse modérée. On aurait pu craindre plus avec le scénario qu'on avait il y a encore quelques semaines. Mais on nous disait récession, c'est 30% de baisse des bénéfices. Hein. C'était quand même le discours il y a encore quelques mois. Donc après, je pense que la question est de savoir à moyen terme comment on se sort de ce régime de hausse de taux qui, l'air de rien, a un impact qui va se voir, sur l'économie. Donc la transmission monétaire met du temps à se passer. Donc pour l'instant, on a l'espoir que le cycle puisse être un peu étendu, rallongé, et que la hausse de taux sera peut-être moins forte que ce qu'on aurait pu craindre, mais on a quand même en fin de compte des taux qui continuent à augmenter et qui à terme auront pour objet de ralentir l'économie. La question est de savoir de combien, et est-ce que d'ici là, les banques centrales pourront opérer ce fameux pivot pour venir à la rescousse et donner une dynamique de croissance plus favorable sur 2024. Et donc, alors ça fait partie des risques majeurs permanents, mais en l'occurrence, le risque d'erreur de politique monétaire devient aujourd'hui le risque principal peut-être pour les marchés globaux, pour les marchés actions? Oui, surtout par rapport à un marché qui effectivement a pris le parti de la désinflation. Donc le marché bouge, rebondit depuis quelques mois avec l'espoir que le gros de la remontée des taux ait lieu et que l'inflation baisse suffisamment pour que la Fed baisse ses taux en fin d'année. Ce n'est pas encore garanti. Donc je pense que ce soir, on aura un début de réponse avec la réunion de la Fed qui sera très suivie et qui devrait nous indiquer à la fois si oui ou non la Fed ouvre la porte à ce fameux pivot, et de deux, quelles sont les conditions nécessaires pour que la Fed puisse à un moment donné, lever le pied et puis aider à nouveau l'économie et les marchés. À partir de quel niveau d'inflation, mais à partir de quel rythme de désinflation aussi la Fed se trouvera en position plus confortable par rapport à l'objectif de voir l'inflation revenir à 2%. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Emmanuel, d'avoir été avec nous en plateau pour évoquer ces marchés actions et ces marchés actions européens, notamment. Emmanuel Cole, responsable de la stratégie action de Barclays, qui était avec nous, l'invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart. Identifiez, analysez, planifiez, tradez. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.